parti. Bonjour et bienvenue à ce comité technique de l'Aisne, deuxième comité technique de l'année, mes premiers comités techniques régional pour l'Aisne sous forme de visioconférence en webinar. Contexte sanitaire oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver à Chauny comme d'habitude. Ce comité technique se déroulera avec 3 exposés. Le premier, les essentiels de 2020, retour sur les facteurs limitants avec François Courteau. Une première série de questions se fera à ce moment-là, à l'issue de son exposé. Le second exposé de Jean-Charles Germain, la préparation du lit de semences, une étape clé majeure. Une série de questions. Et ensuite, la stratégie de désherbage par François Courteau sur les flores adventices présentes dans la région de l'Aisne. Habituellement, vous posez vos questions par SMS et je m'efforce de les poser aux bons interlocuteurs. Cette année, vous les poserez via le chat, l'onglet questions que vous avez à droite sur votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, je les poserai à l'issue de chaque exposé. Bon comité. François, je te donne la main. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Une année 2020 donc placée sous le signe des facteurs limitants. Vous les avez illustrés sur cette page à gauche, avec des conséquences sur le rendement extrêmement importants, puisque vous avez sur le graphique de droite la productivité fin novembre des usines Tereos du département, à savoir Aurigny et Bussy, comparée donc à la même époque à l'année dernière, à 2009. Et vous voyez la baisse de productivité extrêmement forte, puisque sur Aurigny, c'est moins 30% et sur Bussy, moins 40%. Donc des rendements historiquement bas cette année. Donc les raisons, vous les avez. Donc ces 3 facteurs limitants qui sont donc dès le moment des semis et de la levée, avec des deuxièmes levées qui ont opéré suite aux pluies de fin avril, début mai, donc avec un décalage d'1 mois sur la levée des betteraves et des conséquences directes sur la productivité. Bien évidemment la jaunisse, et puis également le stress hydrique très fort sur le département. Ce stress hydrique, 2 manières de l'illustrer. Le premier avec la courbe de réserve utile, construite avec Iribet, qui donc sert à piloter l'irrigation, mais qui nous sert aussi à regarder finalement la réserve d'eau dans les sols et qui nous permet de construire ce fameux bilan hydrique. Et vous voyez que là, sur la station de Saint-Quentin, pour des réserves utiles de 230, donc ce sont des sols profonds, eh bien, cette réserve de survie, donc la ligne rouge, croise la disponibilité en eau le 5 juin, ce qui est extrêmement précoce. Et vous voyez que cette ligne ne recroisera à l'autre bout la réserve de survie finalement que le 30 septembre suite au retour des pluies. Et donc on aura vécu, même sur ces secteurs-là, 4 mois avec un déficit hydrique très fort qui va forcément avoir un impact et qui a un impact sur la productivité finale. Et puis un autre moyen pour l'illustrer, c'est aussi la pluviométrie sur cette même période, et là sur 6 mois même, puisque vous avez la pluviométrie à Laon et à Saint-Quentin, donc du 20 mars au 20 septembre. Et vous voyez qu'elle est un petit peu plus de 150 mm à Laon. Elle est encore plus faible même sur Saint-Quentin, en sachant que cette moyenne sur 6 mois, c'est la ligne du haut, c'est 320 mm. Donc vous voyez que sur les 6 mois de végétation cette année, on a eu à peine moins de la moitié de la pluviométrie habituelle, avec les conséquences que ça a pu avoir. Dans ces situations de déficit important de pluie, eh bien, seule l'irrigation est la réponse satisfaisante à la productivité. On avait déjà pu le mesurer en 2018 sur l'an avec un essai justement irrigation, où on avait pu montrer que grâce à 3 tours d'eau cette année-là, 90 mm, on avait pu obtenir 40% de productivité en plus. Et alors sans avoir d'essai cette année, mais des retours d'expérience d'agriculteurs qui ont pu irriguer, mais comme vous voyez très tôt, dès le début de l'apparition du stress hydrique, puisque c'est des irrigations qui démarrent mi-juin. L'un et l'autre, 5 irrigations, on amène finalement la pluie qui manque, les 150, 170 mm qui manquent. Et à la fin, les rendements, bien évidemment, sont au rendez-vous. L'autre point marquant, ça a été évoqué hier lors du comité technique jaunisse, donc la présence massive, précoce de pucerons verts. On le verra par la suite, porteurs malheureusement de virose,
et qui nous ont fait apparaître les premiers foyers de jaunisse lors de la première décade de juin. C'est assez logique, hein. Le temps de latence de l'extériorisation des virus, c'est entre 6 à 8 semaines. Donc voilà, pour des pucerons présents fin avril, première apparition des ronds de jaunisse au mois de juin. Et cette jaunisse qui n'a cessé d'évoluer au cours de la saison, c'est la question souvent qui nous était posée pendant l'été. Hein, voilà, au 15 juin, une parcelle où on devine un petit rond jaune, mais la dominante est encore bien verte. Et puis rapidement, un mois après, eh bien, le jaune se voit très très bien de la route et n'a cessé de croître et de s'accentuer dans la parcelle au 1er septembre. Et cette jaunisse se manifestera encore davantage suite au retour des pluies avec, on va dire, une recirculation de sève des betteraves qui aura fait jaunir encore de manière plus importante. En tout cas, le contraste vert-jaune se voyant d'autant plus suite au retour des pluies. À la suite fort de ce constat, on a fait un nombre important de prélèvements pour savoir justement quel virus était présent dans le département. Donc vous avez sur cette carte l'ensemble des points de prélèvement qui ont été faits. Dans chaque parcelle, on a prélevé entre 3 et 5 betteraves. Et sur chacune d'entre elles, on faisait un test ELISA pour connaître la présence des virus. Donc vous voyez, en jaune, c'est la jaunisse modérée, c'est 2 virus. On ne sait pas différencier par le test. Et puis en orange, c'est la jaunisse grave, le BYV, et en violet, le virus de la mosaïque. Alors vous voyez que pratiquement chaque situation, on présente la jaunisse modérée, mais qu'on soit au sud ou au nord, on va trouver l'ensemble des 3 virus possibles présents de manière plus ou moins marquée. Alors ça ne reflète en rien le pourcentage de jaunisse de la parcelle, hein, puisque systématiquement on a prélevé très souvent dans des ronds jaunes, parfois sur des betteraves vertes également. Mais ça, c'est simplement pour détecter la présence de virus. Vous avez les symptômes sur la gauche de la page avec un jaunissement jaune-orangé qui est assez caractéristique de la jaunisse modérée. Et puis ce jaunissement internervuraire qu'on a plutôt vu à partir de l'été, qui est plutôt caractéristique de la jaunisse grave. Complètement sur la droite, vous avez un graphique qui vous présente donc la prévalence des virus. Donc là, c'est sur chacune des betteraves prélevées. Donc on était à peu près à 100 betteraves prélevées. Donc sur chacune, la présence donc d'un ou de plusieurs virus. Donc sur chacune des betteraves prélevées, vous voyez sur l'ensemble des betteraves qu'on a pu prélever dans l'Aisne, 60%, un peu plus de 60% présentaient de la jaunisse modérée uniquement, 40% de la jaunisse grave et 20% de la jaunisse modérée, de mosaïque, pardon. Et puis donc un tiers d'entre elles, hein, une betterave sur 3, présentaient une co-infection, une double infection, quelle que soit la combinaison des 3 virus présents. À savoir que justement, lorsqu'on a une double infection, ça a été mesuré par le passé, la perte de rendement est plutôt plus forte que lorsqu'on n'a qu'un seul virus. Et puis un dernier point, donc les deuxièmes levées. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Suite à, bien évidemment à un absence d'hiver, il y a un dessèchement du lit de semences extrêmement rapide ce printemps. Et donc ces deuxièmes levées, des 2 levées qui ont eu lieu courant mai, ont représenté pour la première fois la surface la plus importante puisqu'elle touche 40% des surfaces du département. Et donc finalement, dès le printemps, bien avant même les pucerons et la jaunisse, on savait déjà que le rendement de laine ne serait pas à son maximum compte tenu de ces décalages de semis sur ces surfaces importantes. Et une des réponses à apporter, c'est justement sur la préparation du sol et je vais laisser Jean-Charles Germain vous en parler. Bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué François, hein, le premier problème qu'on a rencontré cette année, c'est l'implantation au printemps, qui a généré, donc, comme l'a dit François, 40% de deuxième levée. Alors, 40% de deuxième levée, comme ça, à brûle pour point, bon, ça parle pas vraiment. Quand on sait que des betteraves qui ont un décalage de levée d'1 mois, on a une perte de potentiel d'à peu près 20%. En conditions normales, hein. Là, on ne parle pas de sécheresse, on ne parle pas de jaunisse, on ne parle pas d'effet extérieur. On perd 20% de rendement
ces 40%, ce qui nous amène à une perte pour la filière de 400 000 tonnes de betteraves pour le département. Ce qui fait à peu près entre 6 et 7 tonnes de moyenne à l'hectare de perte déjà uniquement au printemps. Ça, en plus, ça a accéléré, enfin, ça a accentué les phénomènes de problèmes liés à la sécheresse, à la protection déjà du désherbage, parce que comme vous le voyez, gérer le désherbage quand on a des betteraves qui sont presque à la couverture et d'autres qui sont à 4 feuilles, c'est pas évident. Le désherbage doit se continuer au moins dans les ronds qui lèvent plus tard. Et puis ensuite aussi, le problème qu'on a rencontré cette année, c'est la gestion des aphicides sur ces deuxièmes levées. Parce que quand les premières sont arrivées à la fin de la protection, ben, les deuxièmes arrivaient à leur début de protection. Donc, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de parcelles. Tous ces ronds de deuxième levée ont souvent été les plus jaunes aussi de la parcelle. Alors, comme l'a dit François, ce n'est pas un problème nouveau. Vous voyez, hein, c'est des problèmes qu'on rencontre assez régulièrement. Et pour ça, on a adapté ce qu'on appelait avant un petit peu les préparations d'automne. Alors, pourquoi on les a adaptées? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les labours, souvent, sont mal réalisés. Là, ici, une illustration un petit peu de ce qui peut se faire de pire. Je sais que l'hiver 2019 n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup d'eau. Les labours étaient pas très faciles à bien réaliser. Mais bon, là, je pense qu'il manque un tout petit peu de réglage à faire pour obtenir quelque chose de un petit peu moins mal. Donc là, ici, vous voyez, des gros creux. Et ces gros creux, si on arrive au printemps en direct là-dessus, ben, en fait, on met la terre sèche dans le fond et on gratte de la terre humide sur les crêtes. Et derrière, ben, on n'arrive pas à faire un beau lit de semences bien rappuyé, bien ferme. Et puis ben, derrière, voilà ce que l'on obtient. On obtient des bandes qui lèvent, des bandes qui ne lèvent pas. Donc ça, c'est ce que l'on pourrait avoir de pire au niveau de la levée. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on a de l'eau, bah, si on a de l'eau, tout lèvera comme il faut, puis c'est tout. C'est pas un problème, mais il faut toujours essayer de prévoir pour le pire. Donc là, ici, l'illustration, elle est simple, hein, c'est que pour niveler ces trous, ben, en fait, notre agriculteur a descendu la profondeur de travail du sol, et malheureusement, sans eau derrière, ben, on le paye cash, c'est-à-dire qu'on a un problème de levée sur à peu près la moitié des betteraves. L'illustration est faite. Là, ici, la photo de droite, c'est la même parcelle que celle illustrée précédemment, mais avec un labour mieux réalisé, une préparation de sol plus superficielle. Et là, ici, il n'y a pas photo, mais si, il y a photo. Il n'y a pas de problème de levée du tout. La différence de rendement entre les deux zones, elle est estimée à peu près à 20 tonnes. Donc, le premier facteur de réussite d'une préparation de sol, c'est de bien réaliser ces interventions qui le précèdent, notamment le labour. Il y a aussi des adaptations qu'on peut utiliser sur les semoirs. Hein. Les semoirs, aujourd'hui, on voit arriver une nouvelle génération de semoirs dits de semi-rapides, mais qui ne les empêche pas aussi d'avoir des problèmes de levée. Et là, ici, vous voyez, il y a un petit appareil qui est tout simple, hein, qui se situe juste devant la roue de jauge. Ça s'appelle un chasse-motte. Et malheureusement, dans les conditions un petit peu limites, eh ben, peu de gens osent régler ça. Alors, je sais que c'est pas simple de faire un réglage de chasse-motte. Nous, l'avantage, c'est que sur notre semoir, on n'en a que 6. Et même déjà 6, c'est déjà un petit peu laborieux à régler. Mais en faisant ça, en fait, on enlève une partie de la terre sèche et potentiellement, on a plus de chances de placer les graines dans un meilleur contact sol-graine bien humide. Alors, c'est faire le bon choix au bon moment, alors qu'on soit en traditionnel en labour ou qu'on soit en non-labour, hein, parce qu'on a vu aussi des problèmes de levée dans des situations de non-labour. Hein, ça ne résout pas les problèmes qu'on pourrait avoir au printemps. Et dans les deux situations, il y a une méthode donc, qui peut permettre de pallier un petit peu à ces problèmes de nivellement et de préparation de sol.
c'est la préparation. Alors avant, on l'appelait préparation d'automne. Là, maintenant, on pourrait dire que c'est plus la préparation d'hiver, puisqu'en fait, on la réalise plutôt sur des labours de date traditionnelle, donc courant d'hiver, alors qu'avant, on les réalisait plutôt sur des labours d'été, avec une préparation aussitôt. Alors, ce qui pouvait générer aussi beaucoup de problèmes de repousse sur ces zones au printemps. Donc, voici un petit peu en image ce que l'on recommande de faire. Donc là, ici, vous voyez, donc c'est un labour. Donc le labour, il est frais, c'est-à-dire qu'il est récent. Vous voyez qu'il est quand même relativement dressé, mais de bonne qualité tout de même. C'est ce qui fait l'avantage de 2020, c'est que les labours se sont relativement bien réalisés cette année. Peut-être suite à la sécheresse estivale, hein, qui a permis d'avoir des sols qui ont déjà bien évolué. Et donc là, vous voyez ici, donc on ne cherche pas non plus à faire une préparation pour semer des betteraves. Hein. On cherche à niveler le sol, à garder un maximum de motte, mais réduite. Et surtout, vous voyez, derrière, on a un sol qui est plat. On n'a plus de trous, on n'a plus d'aspérité, on garde des mottes. Il faut quand même penser que derrière, on va avoir à peu près 2 mois d'hiver qui risquent d'être pluvieux. Donc, il faut garder quand même un minimum de porosité pour que le sol ne soit pas complètement refermé au printemps. Et donc là-dessus, au printemps, là, si ça se passe, on va dire à peu près normalement, un passage de préparation superficielle suffira. Donc là, j'ai bien dit superficielle, hein, ce qui pourra permettre, dans les zones même les plus argileuses, de conserver une préparation et surtout derrière un semis de betteraves dans des profondeurs raisonnables et raisonnées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est impératif pour réussir une bonne levée, il faut niveler son sol avant l'hiver. Donc, c'est la chose la plus simple, c'est déjà de réaliser le meilleur labour le plus plat possible. Derrière, au printemps, c'est maîtriser la profondeur des outils de travail. Hein, au printemps, on entend souvent il faut faire de la terre. Non, on ne fait pas de la terre au printemps. On fait une préparation de sol, la préparation de semis. Nous, en betterave, on sème les betteraves à 2 cm, 2 cm et demi, pas plus. Donc, on n'a pas besoin de préparer de la terre à 10 cm. Et puis, donc, c'est avec le semoir, c'est assurer un bon contact sol-graine. Donc, si on voit qu'on a des graines qui sont placées un petit peu dans le sec, peut-être enlever un petit peu de terre en surface pour pouvoir placer ces graines au meilleur endroit, c'est-à-dire dans un sol humide et refermé. Merci de votre attention. Donc, un dernier point sur le désherbage et la stratégie à employer. La première chose, c'est que le désherbage reste un enjeu de productivité. Ça vous a déjà été présenté par le passé et vous voyez la progression qu'on avait pu connaître justement sur la qualité de désherbage depuis les années 2017 jusqu'à l'an dernier, avec un niveau, on va dire, un peu record de propreté du département, puisqu'on avait plus de 90% des parcelles dont le désherbage était très propre ou propre, c'est-à-dire que sans impact sur la productivité. Justement, cet enherbement, on avait pu le mesurer il y a 2 ans dans un essai sur lequel on était allé jusqu'à l'arrachage. On avait justement comparé des parcelles qu'on considérait comme donc notées propres, hein, donc comme le graphique le montre, satisfaisantes ou très satisfaisantes, comparé à des parcelles donc à la notation inférieure à 7, donc pas satisfaisante ou insuffisante. Et on avait pu montrer dans cet essai-là, donc à base mercuriale et amimajus, une productivité inférieure de 15%. Donc sur une parcelle, donc à titre personnel, ça peut avoir des impacts non négligeables sur la productivité, puisque se passer de 15% de la productivité, c'est quand même important. Donc ça reste toujours cet enjeu de maintenir le plus propre possible les parcelles, d'abord et avant tout pour maintenir la productivité. Et la première des choses sur lesquelles il faut avoir une attention toute particulière, c'est le premier désherbage.
Vous voyez, hein, et notamment avec des adventices comme le kénopode, qui peuvent prendre rapidement une place importante et devenir très rapidement difficiles à désherber. Vous avez sur ce graphique la somme de température à la suite des semis. Donc en bleu, 14 jours après les semis, et en rouge, 3 semaines après les semis. Et vous voyez qu'en fonction des années, eh bien, cette somme de température est complètement différente. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le désherbage de T1, il ne démarre pas au calendrier, mais bien faisant suite aux sommes de température, puisque, vous voyez, à 100 degrés, c'est à peu près un repère, c'est les premières levées de betterave, vous avez à peu près environ une vingtaine de pourcents, en fonction des années, en fonction des variétés, mais à peu près 20% de betteraves levées. Et que, en fonction des adventices, mais pour la plupart d'entre elles, autour de 130-150 degrés, les adventices, au stade cotylédon. Donc, typiquement, le stade pour intervenir au T1. Donc, en fait, la levée des betteraves vous informe sur, finalement, quelque part, le délai qui va être observé à déclencher le T1. Et si, vous voyez, en 2015, eh bien, ces 130-150 degrés, ils étaient atteints au bout de l'histogramme rouge, donc à 3 semaines. En 2020, on est complètement sur l'histogramme bleu, donc à 14 jours. Vous voyez qu'en 2015, on fait un T1 de manière très objective 3 semaines après les semis. En 2020, c'est 2 semaines après. Et vous le voyez tout à fait sur les photos. Donc le 10 avril, un kénopode au stade cotylédon, bon à prendre. Le 10 avril, souvenez-vous, on sème à peu près autour du 25. On est donc à 14-15 jours après les semis. Et le 10 avril, c'est le vendredi du week-end de Pâques. Et c'est la raison pour laquelle on avait fait une note d'information, alors non pas en urgence, mais un peu quand même, avant le week-end, sachant que si on attendait effectivement 3 jours et le mardi suivant, on obtiendrait des kénopodes comme la photo du dessous. Alors là, c'est le 17, mais ça a été le cas de premières interventions qui se sont faites après le week-end de Pâques. Et très souvent, ça a été la course dans ces parcelles-là, voire voilà, un désherbage insatisfaisant, parce que une fois qu'on a laissé passer un kénopode qui atteint de feuilles naissantes à 2 feuilles vraies, il devient extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, à détruire. La deuxième chose, c'est en fonction des conditions, de savoir utiliser des produits efficaces en bon moment. Là, pour le coup, on parle du Centium. Hein, donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on vous parle du Centium à une dose réduite, 0,035 litres par hectare, 35 ml. Dès la levée complète des betteraves, donc dès le T2 du désherbage. Et sur ce graphique, vous avez la moyenne justement d'efficacité de 2 essais qui ont été réalisés par l'ITB, donc dans le Nord et dans l'Oise. Si on compare donc 4 applications de bétanal, Tramat, Goltix, Vanzar, on a une note satisfaisante à 7. Mais si dans le même temps, on fait 4 applications cette fois-ci, non plus de Goltix Vanzar, mais de Goltix Centium, donc Goltix 0,3, Centium 0,035, 4 fois, eh ben, c'est 1,5 point d'efficacité supplémentaire. C'est-à-dire, là où on est juste satisfait du désherbage avec un BTGV, on est pratiquement très propre avec un bétanal, Tramat, Goltix, Centium, dans les conditions de l'année, bien évidemment. Mais on sait que le Centium est un partenaire très précieux du Goltix sur kénopode, principalement lorsqu'il fait sec, et c'est effectivement le cas cette année. Donc ça fait oser dès la levée complète des betteraves, et c'était une situation qui était tout à fait faisable cette année, même s'il y avait des deuxièmes levées, mais les deuxièmes levées, au moment du T2, ces graines-là étaient sous forme de graines, d'autant plus dans des limons argileux. Donc il était tout à fait possible d'intervenir avec du Centium à dose faible dès le T2. La seule restriction qu'on vous avait faite à ce moment-là, c'était sur les traitements justement de début mai, suite aux pluies qui ont fait germer ces ronds-là. Et c'est là où il fallait peut-être s'abstenir de le faire, encore que les sols de limon argileux, pour certains l'ont fait et n'ont eu aucun problème de levée et de croissance des betteraves derrière. Mais voilà, donc c'est vraiment un diagnostic et une préconisation importante, savoir utiliser les bons produits au bon moment en fonction des conditions de milieu. Un autre point, c'est sur les ombellifères. Adventice qui est assez présente dans le département, avec 2 stratégies différentes. Et là, pour le coup, celle-ci, donc la stratégie tout en poste, pour plusieurs raisons. La stratégie tout en poste a l'avantage
d'intervenir sur des adventices présentes et non pas supposées, et en connaissant les conditions d'application et d'efficacité du moment des applications, justement, et donc de bien adapter finalement les doses et les produits aux conditions de milieu du moment. Et d'autant plus sur des infestations qui restent modérées dans nos secteurs, qui plus est diversifiées, puisqu'on peut très bien avoir des crucifères ou, sur la photo du bas, comme souvent, des kénopodes, et de permettre d'associer des produits qui vont être efficaces sur l'une et l'autre des adventices. Donc la première stratégie, c'est l'utilisation du Safari Duo Active ou du Safari en dehors des sols de craie dès le T1. Alors c'est vrai que je vais faire peut-être en bondir quelques-uns, étonnamment sur les étuses, qui sont une adventice qui très souvent arrive dès l'apparition dès le T1. Si on les laisse se développer et de se dire qu'on les prendra au T2, souvent elles arrivent avec 1 à 2 feuilles, et ça devient très compliqué de les avoir, sauf à augmenter les doses. Et vous voyez que sur les T1, le conseil de dose, c'est 15 grammes de Safari, ou 105 grammes de Safari Duo Active, qui est l'équivalent de la dose de triflusulfuron. La dose pourra bien sûr être augmentée si nécessaire sur les passages suivants, mais c'est le gros avantage de démarrer très tôt à des doses réduites, c'est que souvent on peut continuer sur ces doses-là. Évidemment, sol de craie, on attendra au moins le seuil du stade T2, enfin le T2, levée complète, voire 2 feuilles des betteraves pour appliquer ce type de produit. Et puis sur des flores plus complexes avec le kénopode, ce sera l'association, mais cette fois-ci donc à la levée complète des betteraves, du Safari et du Centium, pardon, donc à des doses donc de 15 à 20 grammes de Safari et toujours de 35 ml de Centium. Et puis donc suite à l'arrêt du Zeppelin, donc qui est effectif là à la fin du mois, et bien donc c'est un produit qui le remplace, qui prend la suite en tout cas, donc qui est le Kesuro, donc le Kesuro qui était déjà présent et commercialisé l'année dernière, donc qui renferme du Queen Merak, donc la matière active qui était présente dans le Zeppelin, et cette fois-ci associée à de la métamitrone. Et vous voyez avec un équilibre qui est assez faible en Queen Merak, qui est donc la matière active qui est la plus active sur les ombellifères, associée à la métamitrone, donc qui est du Gold-X. Attention à la dose employée. Donc le conseil chez nous, il est entre 2,5 litres et 3 litres par hectare. Il faut savoir qu'à déjà à 2,5 litres, on met l'équivalent de 2 kg de Gold-X, ce qui est déjà une charge assez importante en pré-émergence. Attention, si on y met les 3,5 litres, c'est-à-dire qu'à 3 kg de Gold-X, il ne vous reste plus qu'1 kg d'équivalent Gold-X à mettre en post-émergence, donc ça peut être compliqué sur la gestion des produits. Et puis, une deuxième offre, qui arrive, qui est présente sur ce marché cette année, donc c'est l'association cette fois-ci du Kesuro et de l'Okido. Donc sous forme de pack, et l'Okido, donc c'est du Queen Merak, associé cette fois-ci à du DMDAP, donc la matière active de l'ISAR, avec, vous voyez, des doses à respecter en fonction des stades d'application. Qui plus est, le Queen Merak aujourd'hui, sa dose d'utilisation par an a baissé par rapport aux Zeppelin, donc il est à 250 grammes par hectare et par an. Donc à une utilisation du Kesuro en pré éventuellement et de l'Okido en poste, ou des deux tout en poste, il faut respecter cette dose et ne pas la défacer. Et compte tenu du fait que justement on ne peut pas augmenter cette dose de Queen Merak, très souvent cette utilisation de Kesuro et d'Okido sera pour avoir des efficacités suffisantes sur ombellifères, renforcées à du Safari ou du Safari Duo, comme vous voyez, qui était déjà utilisé précédemment sur nos conseils de post-émergence. Donc c'est des usages assez compliqués où il faut jongler avec les doses et avec les stades. Et puis dernier point, vous voyez que tout à l'heure sur le programme de tout en poste ombellifère, le Centium, je ne l'associe qu'au Safari. Parce que là, je voulais vous remontrer, on vous a mis en garde dès l'année dernière sur l'association du Safari Duo Active et du Centium. Je vous rappelle, Safari Duo Active renferme du Lénacil. Et vous savez, depuis la sortie du Centium, que cette association Centium et Lénacil ne fait pas toujours bon ménage, et notamment sur des stades précoces. Et justement, on a repris cette année des essais où on fait varier, où on associe donc justement le Centium et le Safari Duo comparé au Safari. Vous avez donc le premier histogramme, qui est donc un mélange de bétanal tramate Centium, le C, donc le C à 0,035,
cette fois-ci associé au Safari. Et vous voyez, au stade cotylédon, au stade de feuilles vraies et au stade 6 à 8 feuilles. Donc 3 applications. La sélectivité qu'on a mesurée à 8 feuilles, donc après ces 3 applications, est tout à fait bonne, puisqu'on est au-delà de 9. Par contre, ce même programme, où là, cette fois-ci, on a remplacé le Safari par le Safari Duo à 105 grammes, donc à équivalent 15 grammes de Safari, la même dose de triflusulfuron, mais cette fois-ci, à chaque fois, il y a l'équivalent de 94 grammes de Vanzar. Et vous voyez que la sélectivité n'est pas du tout bonne, puisqu'elle est nettement inférieure. On a 4 points, on est 4 points en dessous, on est 2 points en dessous de la note de 7, qui serait la note acceptable. Donc on l'a, cette fois-ci, après comparé, on l'a plus fait au T1, enfin, plus fait au stade cotylédon, et on l'a fait qu'à 2 reprises, au stade 2 feuilles vraies et au stade 6-8 feuilles. La sélectivité s'améliore très nettement, mais elle reste encore en dessous de 7. Et il faudra finalement attendre une seule application au stade 6-8 feuilles pour retrouver un équivalent de sélectivité acceptable. Donc vous voyez, sur les 2 premières, au stade cotylédon, au stade 2 feuilles vraies, on est sur strictement du Safari. Donc voilà pourquoi on persiste sur notre conseil d'association du Centium avec le Safari Duo-Active, où on attendra le stade 4-6 feuilles des betteraves pour rester sur une sélectivité acceptable. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de mes propos, c'est le désherbage, il se réussit si on intervient très tôt, dès l'apparition des premières adventices au stade cotylédon. C'est de faire le choix aussi très rapidement de produits efficaces. En betterave, il n'existe pas de produit de rattrapage. Et puis donc, c'est d'adapter son programme d'infestation, son programme de désherbage à l'infestation d'ombellifères. Merci de votre attention. Merci François pour cette présentation. Des questions sur le désherbage. Le Centium en prélevé est-il judicieux? Alors de toute façon, nous ne le conseillons pas. Nous ne le conseillons pas pour des questions de sélectivité. D'accord. Et les Centiums banalisés sont-ils aussi efficaces? Alors attention au Centium, ce que vous appelez Centium banalisé. Nous conseillons le Centium. C'est le seul produit dont on connaît et son efficacité et sa sélectivité. C'est une formulation micro-encapsulée qui est extrêmement importante pour les betteraves et qui permet justement cette sélectivité. Donc de toute façon, nous ne conseillons que des produits avec homologation sur betterave. Et nous, pour le moment, notre référence, ça reste le Centium 36CS. Une question, c'est plutôt une remarque, mais qu'il faut faire attention apparemment sur le Quidmerac et le colza, la réglementation Quidmerac, colza, betterave, sûrement pour le cumul de doses. Oui, tout à fait. C'est une utilisation du Quidmerac donc tous les 3 ans. Oui, effectivement, il y a tout cet aspect réglementaire sur lequel il faut être extrêmement vigilant sur les applications. On parle comment désherber le plantain majeur. Le plantain majeur, ça va être avec j'ai oublié le nom, le Lontrel, pardon. C'est comme ça que ça va. C'est avec ce type de produit qu'on peut l'avoir. Merci François pour ces questions de désherbage. Pour l'instant, j'ai tari les questions de désherbage, mais il reste des questions sur les engrais verts qui sont revenus en fin d'exposé. Le nématode de la févrole est-il aussi néfaste pour la betterave, Jean-Charles? Oui, si on parle du Ditylincus, oui. Le Ditylincus est un nématode polyphage qui est présent sur beaucoup de cultures. Donc la févrole, qui peut être porteur sain, la betterave, aussi le maïs, pour une partie autre culture de la région, l'oignon, où là ça peut être assez catastrophique. Oui, la févrole peut amener par la semence le Ditylincus dans une parcelle, notamment par le biais des cultures de scipan qui sont faites avec les févroles. Donc c'est pour ça que aussi pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit François sur le choix des espèces que l'on met dans les mélanges, dans la mesure du possible, essayer d'éviter des cultures
de la rotation ou potentiellement qui pourraient venir dans la rotation. Tout à l'heure, tu nous as parlé qu'il fallait faire des préparations superficielles. Un agriculteur me dit qu'il a passé 2 condors à 7-8 cm de manière très rapprochée, les 2 passages de condors, puisqu'il fallait rappuyer et pas laisser dessécher son sol. Mais au mois de juin, il a vu, alors je pense que c'est un plateau dureté à 7-8 cm et qui a fait des fourchages dans les betteraves. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu vois d'autres explications ou qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Déjà, 7-8 cm, après, on va dire, c'est de manière générale. Donc, c'est déjà quasiment 2 à 3 cm plus creux que ce que l'on recommande. Et souvent, on sait que par facilité, les passages sont souvent plus creux au deuxième qu'au premier. Donc, ce qui est encore pire, parce que le sous-sol, cette année, il ne faut pas l'oublier. Quand on a commencé les semis au 24 mars, 8 jours avant, on pensait qu'on allait semer les betteraves au mois d'avril. Sauf qu'en 3 jours de temps, on est passé d'un temps de chasse à la grenouille à un temps où on a vu que le soleil pendant 1 mois et demi. Donc, on est peut-être allé aussi peut-être un petit peu vite dans certaines parcelles. Avant de revenir au désherbage, j'ai une question sur, il me reste des semences de 2020, donc sans NNI. Qu'est-ce que j'en fais en 2021? Je peux les ressemer? Oui, il n'y a pas de contre-indication, mais faut-il les semer tout ensemble d'un côté, à faire des traitements ficides ou les mélanger avec mes graines 21 traitées NNI? Alors là, je vais répondre. Il est toujours dommage de jeter des semences et on a toujours conseillé de semer, d'isoler ces semences parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème de levée sur des semences de report. Hein. Ça peut toujours exister. Et en plus, derrière, donc on peut déjà bien identifier là où on les a mises. Et en plus, ça permet aussi de faire une protection apicide adaptée sur cette partie qui sera non NNI. Alors après, en priorité, c'est plutôt de la mettre à l'intérieur de la parcelle. Parce que là, cette année, on a quand même constaté que les infestations de jaunisse ont souvent commencé par les bordures de parcelles. Donc, si on met une petite barrière autour de cette partie sans NNI, peut-être qu'on aura moins de jaunisse dans cette partie-là, ou alors il faut l'espérer en 2021. Merci Jean-Charles. Les repousses de pommes de terre, a-t-on une solution de désherbage? Non. Une, c'est de sortir les pommes de terre du champ. Ah, je suis un peu cru, hein, mais tant pis. Hein. Non, bon, on te connaît Jean-Charles. Non, mais on a déjà testé hein, et régulièrement encore, je pense que nos collègues de la Somme l'avaient refait ces dernières années. On n'a pas de solution efficace, tout au plus on va brûler de la feuille, mais il n'y a pas de solution de toute façon pour aller tuer le tubercule. Donc la seule solution quand il y en a beaucoup, c'est le binage. Et comme l'a dit Jean-Charles, la première des choses, c'est d'essayer de ne pas avoir de repousse, parce qu'il n'y a pas de solution pour désherber correctement les pommes de terre. Alors, il existe quand même des équipements adaptés sur certaines machines de récolte qui permettent de détruire la grenaille qui pourrait sortir. Mais le problème après, c'est que c'est un coût assez élevé qui n'est pas en lien direct avec la production de pommes de terre. Et puis on laissera le milieu, les dorifores s'en occuper aussi des pommes de terre, non? S'il y en a. Ouais, malheureusement, une année comme 2021, on n'a eu ni l'un ni l'autre, ou pas suffisamment. 20, tu veux dire. En 2020, tu veux dire. En 20, ouais, 2020, pardon. Une autre adventice difficile à détruire, le chardon qui devient de plus en plus délicat et présent. Quelle est la bonne stratégie de désherbage? Elle commence à l'interculture. Ouais, c'est pareil, je suis direct, hein, mais là aussi, sinon ça coûte extrêmement cher dans la betterave et de toute façon, on n'a pas tout. C'est une lutte de tous les instants. Moi, j'ai toujours appris, voilà, depuis que je suis dans le milieu agricole, hein, la lutte des chardons, c'est dans la rotation et c'est tous les ans. Dès qu'on laisse passer 1 ou 2 années, on en reprend pour plusieurs années. Donc c'est dans la rotation. Donc l'interculture, c'est la phase vraiment prioritaire. Je vous rappelle que dans l'Aisne, on n'a plus de date impératif de semis des engrais verts. Donc on peut tout à fait les repousser, alors pas au calendrier grec, mais
les repousser un maximum jusqu'au 15-20 septembre pour justement maximiser le travail du sol, le travail profond. Donc c'est les extirper. Donc c'est du travail de déchômage à 10, 15, 20 cm pour justement épuiser le rhizome, hein, pour l'arracher et non pas le couper. Donc dans ces parcelles-là aussi où il y a des chardons donc de type rhizome, hein, c'est plus du chardon annuel, c'est des ronds de chardon. Et des ronds de chardon tous les 50 mètres, ça veut dire que c'est parfois le même rhizome. Hein. Vous avez des kilomètres de rhizome sous la terre. Donc il faut bannir les outils à disque. Et là aussi, voilà, on n'a pas de preuves tangibles, mais on sait très bien, et dans les années 70 ou 60, si vous parlez aux anciens agriculteurs, ils ont banni les cover crops ou les déchômeurs à disque. Hein. À l'époque, on n'avait pas la puissance de traction, donc il y avait beaucoup de matériel à disque de déchômage. Et alors, à l'époque, c'est pas des chardons, c'était le chien dent. Et ils ont banni ces outils à disque parce que pareil, on faisait du bouturage. Et c'est tout ce qu'on fait avec les outils de déchômage superficiel. Alors, au demeurant, ce sont de très bons outils de déchômage superficiel pour la paille et pour faire germer les résidus de récolte. Mais dans cette situation de rhizome, ce sont de très mauvais outils. Et donc, voilà, ces ronds de chardon-là, il faut les laisser repousser. Et tant qu'on en a encore le droit, c'est d'utiliser du Roundup et puis d'y associer effectivement ce travail profond. Et puis après, c'est bien évidemment l'usage du Lontrel dans la culture de betterave. Mais il ne faut pas les rater dans les autres cultures également. Donc c'est un travail de longue haleine et c'est dans chacune des cultures, il faut utiliser les produits les plus efficaces au stade les plus efficaces. Tu nous as parlé que certains produits ou matières actives allaient disparaître le Medifam dès cette année, mais qu'en est-il pour le fait de Medifam ou le bétanal? Alors pour le moment, les informations qu'on a, donc il y a eu une demande effectivement donc suite à la requalification de ces matières actives au niveau de l'Europe. Donc le Desmedifam a bien été arrêté. Pour le Fenmedifam, il y a un complément d'information qui a été demandé, qui a été proposé et accepté au niveau de la réhomologation. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, donc tout ce travail par les autorités européennes est en cours. Et donc pour le moment, on n'a pas de date, il n'y a pas d'interdiction en vue et les informations, c'est toujours difficile de se projeter, mais on est plutôt plus confiant aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 2 ans, mais pour le moment, c'est pas fait et c'est en cours d'évaluation. Il reste 2 questions peut-être avant de terminer ce comité. On a dépassé le temps horaire, comme on me fait signe. On me parle d'une question sur le bétanal tandem. Est-il adapté techniquement et économiquement pour le désherbage des betteraves en 2021? Le bétanal tandem, c'est en fait anciennement le Sarwal. Donc c'est l'association PMP-DMP. Voilà, le Sarwal, il n'a jamais été au niveau d'efficacité d'un extemporané Fastnet Boxer dans nos essais. Maintenant, il suffit d'adapter la dose aux adventices. Après, en termes de prix, il est comparable, mais c'est plus du tout du booster. Voilà. Donc, nous, on reste favorable plutôt aux extemporanés qui nous permettent justement de jongler en termes de dose et d'équilibre des produits en fonction des besoins sur les adventices. C'est un PMP Eto. Oui, c'est ce que je vais dire. C'est pas ce que tu as dit, non, François? Donc PMP Eto, bétanal tramat, pardon. Les collègues sont aussi présents sur le chat, sur la visio, et me disent de rappeler qu'il y a aussi le Libatio, qui est une clomazone aussi qui est homologuée. Tout à l'heure, on parlait de produits qui n'étaient pas forcément qui étaient banalisés, mais le Libatio est homologué aussi en étant de la clomazone. Oui, c'est ce que j'ai dit. À partir du moment où le produit est autorisé, enfin est homologué, ok, pour le moment, mais en termes de recommandation, moi j'aurais, comme on a très peu évalué ce produit, je reste sur une recommandation Centium. Et puis pour terminer, peut-être la dernière question à Jean-Charles, il n'y en a pas d'autres qui arrivent. En tout cas, on revient sur la préparation de sol et ton rotative qui fait bouger les gens. Tout à l'heure, on a parlé des pneumatiques. Maintenant, est-ce qu'elle peut faire des lissages? Est-ce que c'est vraiment adapté pour la préparation de lits de semences en betterave? Alors là, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un labour donc, qui a été réalisé. Donc ça, c'est une opération qui a été faite il y a une dizaine de jours. Donc le labour, il est frais.
on est dans la même configuration que ce que vous réalisez pour un semis de blé. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des rotatives, les anciennes rotatives, on va penser aux vieilles Lely, hein, avec on va dire, les fers ronds qui pouvaient avoir tendance à lisser. Là, aujourd'hui, on est sur des rotatives qui ont nettement évolué dans leur travail, à tel point qu'aujourd'hui, on conseille même relativement souvent à des gens qui veulent changer de matériel de partir sur ces outils-là qui sont polyvalents pour faire des outils de préparation de printemps. Merci Jean-Charles, merci. Si tu le permets, je le rajouterai aussi. Attention, on ne prépare pas aussi fin qu'en céréales. Là, non seulement c'est très superficiel, hein, on règle la rotative en gros profondeur de crampon de tracteur, donc on n'est pas très profond. Et l'autre chose, c'est qu'on tourne très souvent, si possible, à 540 tours et on avance à des vitesses entre 6 et 9 à l'heure. Donc la toupille n'a pas le temps de tourner sur place de manière très excessive. Donc voilà, et puis dans la mesure où on est très superficiel, on va régler ça aux alentours de 6-7 cm, vous avez tout l'hiver du climat, et à ces profondeurs-là, l'impact du climat reste très importante, d'alternance de pluie, de périodes plus sèches, peut-être de gel. Et sur les essais qu'on a menés depuis 4 ans, on n'a jamais rencontré de fourchage dû à ces applications de rotative. Voilà. C'est pas du tout la même utilisation qu'une préparation de blé, hein. Attention. Hein. Merci François, merci Jean-Charles, merci à vous tous d'être participants à ce comité technique. Nous étions jusqu'à 140 personnes à ce comité. Nous allons pouvoir le clôturer. Vous dire que quand vous allez quitter la session, vous allez avoir une enquête qui va apparaître. Ça va vous prendre quelques instants, moins de 2 minutes à remplir cette enquête. C'est très important pour nous pour voir vos remarques et puis pouvoir évoluer et améliorer les choses pour les prochains comités techniques. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.